Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. L'effondrement d'un immeuble de 3 étages à Hariala entraîne la mort de 5 personnes et 12 autres blessés. Bilan provisoire. Les recherches se poursuivent par les sapeurs-pompiers. Les précisions dans ce journal du gouverneur de Dakar. À moins d'un mois de la présidentielle, plus de 50% des cartes d'électeurs ont été retirées dans la commune de Dakar, selon le sous-préfet de Dakar Plateau, Dr Djibi Diallo, explique aussi que toutes les cartes qui étaient au niveau de la sous-préfecture ont été acheminées dans les communes en vue de leur distribution. Nos équipes ont fait un tour à la sous-préfecture de Dakar. Reportage à suivre. Dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, ce mardi. Il s'agit de 10 000 soldats déployés de 2013 à 2023 par le Sénégal pour participer au maintien de la paix au Mali. Un hommage a été rendu aux 15 militaires tombés au front. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous mène ce soir dans l'univers fruité de l'entrepreneur Khadija Touli, fondatrice de Molido Délices, une entreprise spécialisée dans la production de yaourts. Je vous le disais tout de suite, hier soir, un immeuble de 3 étages s'est effondré à Hariala. Le bilan fait état de 5 morts et 12 blessés. Les victimes ont été acheminées dans les structures sanitaires de la capitale sénégalaise, selon le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, que je vous propose d'écouter. Hier soir, donc, 1h du matin, à ce jour, 13h, les équipes ont travaillé et ont apporté assistance et secours aux victimes. Après des heures de travail, que globalement, 12 blessés ont été dénombrés. Sur les 12 blessés, 11 sont reçus dans les structures sanitaires de Dakar et le 12e a été traité sur place. Malheureusement, nous déplorons 5 corps sans vie. Donc 5 corps qui ont été retirés des décombres. Et actuellement, les corps sont gardés dans des structures de la place. Nous pouvons dire que la situation est maîtrisée, les blessés secourus et les opérations de déblai se poursuivent. Elles se poursuivent pour être sûrs qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc nous pouvons considérer que le bilan que je viens d'annoncer constitue un bilan provisoire, un bilan d'étape, tout en priant que ce bilan n'évolue pas négativement. En politique, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, plus de 50% des cartes d'électeurs ont été remises aux électeurs. C'est le sous-préfet de Dakar Plateau qui en donne l'information. Dr Djibi Diallo explique également que toutes les cartes qui étaient au niveau de sa sous-préfecture ont été acheminées dans les communes en vue de leur distribution. C'est un reportage d'Abdourahman Li. Le retrait des cartes se fait à grande échelle à Dakar. Même si les abonnés du dernier moment traînent encore les pieds, ils représentent près de 40%, révèle le sous-préfet Dr Djibi Diallo. Et 7500 cartes, effectivement, qui ont vu effectivement 4308 cartes distribuées, et ensuite pour un reste de 3552 cartes à distribuer. Les cartes qui se trouvaient alors à la sous-préfecture sont aujourd'hui acheminées au niveau des communes, précise le sous-préfet de Dakar Plateau. Pour la commune de Plateau, les cartes sont au niveau de la mairie, où la commission siège. Pour la commune de Médina, les cartes sont au niveau du stade Iba Mar Diop, où la commission siège. Pour la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, les cartes sont au niveau de la mairie, où effectivement c'est de la commission. Et pour la commune de Fanamitié.e, les cartes sont effectivement au niveau du centre social qui est à côté juste de la mairie de Fanamitié.e. Et nous voilà au stade Iba Mar Diop. Ici, il est impossible d'arracher un mot aux membres de la commission. Venu récupérer sa carte, Idrissa Dem ne rentrera pas avec. Parce que j'avais oublié mon récépissé. C'est pour cela que j'avais un peu de problème ici. Ouais, j'étais juste un peu pressé, c'était cela. Un papier indispensable que Souleymane Camara n'a pas oublié de présenter à la commission, ce qui lui vaut sa satisfaction.
Voilà, sans bousculade, il n'y a pas beaucoup de monde aussi. Non, pas de problème, tout s'est bien passé. Le sous-préfet de Dakar Plateau révèle par ailleurs que parmi les cartes en souffrance dans les communes figurent celles dont leurs propriétaires s'étaient inscrits sur les listes lors de la refonte du fichier en 2016. Dr Djibi Diallo parle à ce jour de 4053 cartes. Et puis hier lundi, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, a procédé au tirage au sort pour établir l'ordre de passage des candidats à la RTS pour la campagne électorale. Idrissa Seck sera le premier à passer. Il sera suivi d'Amadouba. Le cas du candidat Bassirou Diomaye Faye en prison a également été abordé. Son mandataire demande qu'on le fasse bénéficier de son temps d'antenne au même titre que les autres candidats. Le président du CNRA, Babacar Diagne, promet de trouver des solutions à Mame Seynabou Babou et Sidignon. C'est dans une ambiance bon enfant que l'ordre de passage des candidats à la RTS a été défini. Pour cette année, vu le nombre pléthorique de candidats, chacun aura droit qu'à 3 minutes de temps d'antenne sur les 20 en lice. Les discussions se sont très bien passées. Alors, on aura une page de 45 minutes à 19h et une autre à 20h40. Nous sommes aussi en période de Cannes, comme vous le savez, et ces matchs-là sont importants. Il y a quelques jours, il y aura interférence entre la Cannes et la campagne électorale. Nous nous sommes entendus avec la RTS et ils vont décider de cela, bien sûr, sous la supervision du CNRA, et les mandataires et les candidats seront informés. Le temps d'antenne étant exclusivement réservé aux candidats, le mandataire de Bassirou Diomaye Faye souligne ses préoccupations concernant son candidat qui est en prison. Il demande aux autorités de veiller au principe d'égalité des candidats. C'est le candidat qui doit faire campagne. Ce n'est pas à un mandataire ou à quelqu'un d'autre désigné pour parler à sa place. C'est le candidat. C'est ça. Donc, voilà, c'est ce que disent les textes. Maintenant, il appartient aux autorités. À tous les niveaux, ces autorités ont l'obligation d'intervenir. Et dans le cas précis, les textes sont très clairs. Des préoccupations qui ne semblent pas tomber dans l'oreille d'un sourd, même si Babacar Diagne estime que ceci n'est pas du ressort de l'organe régulateur. Le texte dit clairement que le temps d'antenne est réservé aux candidats. Alors, c'est cela qu'il va falloir étudier et voir. S'il n'y a pas de liberté provisoire, le CNRA sera en difficulté parce que nous recevons les différentes cassettes pour diffusion ici au CNRA pour diffuser. Et si jamais lui reste en détention et qu'il n'est pas filmé en prison, il sera difficile pour le CNRA de diffuser son temps d'antenne. Le directeur général du CNRA a invité par ailleurs les mandataires des candidats à être ponctuels par rapport aux heures de convocation pour les montages à la RTS pour leur faciliter le travail. Et pendant ce temps, la coalition de la société civile pour l'application des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions a reçu cet après-midi les candidats à l'élection présidentielle qui se sont engagés à signer le pacte élaboré pour l'application des recommandations de la CNRI. 12 candidats ont signé. Pour le moment, les 8 autres pourront prendre le train en marche. C'était en présence d'Aïssatou Kane. Dans l'exercice protocolaire, 12 candidats tel un maillon dans la chaîne du processus démocratique ont manifesté leur engagement formel à se conformer aux recommandations émises par la CNRI. Une démarche applaudie par la modératrice du jour, Dior Falsao, qui se réjouit de ces signatures tout en exprimant l'espoir que les 8 autres candidats suivront cet exemple. Nous en sommes à 12 candidatures. Et ce n'est pas fini puisqu'on va continuer encore les signatures jusqu'au début de la campagne. On pense que 12, c'est une bonne chose. C'est déjà plus de la moitié des 20 candidats. Bon, on ne sait pas même si on n'en aura pas d'autres après cela. Mais je pense que quand même, c'est une bonne moyenne. Et si vraiment on arrive à ce chiffre-là, c'est réconfortant. Les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions s'alignent harmonieusement avec le programme de Bassirou Diomaye Faye, comme l'a affirmé son représentant Sidi Alpha Ndiaye. Nous sommes en effet
pour la création d'une cour constitutionnelle au pouvoir élargi, avec une assiette de contrôle qui dépasse actuellement l'assiette de contrôle du Conseil constitutionnel, avec la nomination de membres éclectiques qui viennent d'horizons divers, pas seulement des juristes, mais pour prendre en compte d'autres formes de normativité autres que les normativités juridiques, ouvrir la Cour constitutionnelle à des anthropologues, des sociologues, à la société civile, etc. Nous sommes naturellement pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye est pour la régulation du présidentialisme. Il peut y avoir, ici ou là, quelques chemins empruntés différents, mais quel que soit le chemin emprunté, quel que soit le mode opératoire retenu, c'est pour arriver au même résultat, l'application du socle idéologique des assises qui font consensus et qui, aux yeux du candidat Bassirou Diomaye Faye, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le déroulement du processus sera accompagné de modalités rigoureuses de suivi et d'évaluation. Cette fois-ci, il y aura quand même un suivi, comme on l'a dit, qui sera fait par les membres de la société civile pour pouvoir en quelque sorte, dans un premier temps, veiller à ce que effectivement cet engagement-là soit respecté. Ensuite, en cas de non-respect ou peut-être qu'on puisse un peu rappeler, entre guillemets, à l'ordre, et si jamais il y a des problèmes, qu'on puisse essayer de voir comment faire respecter les engagements qui ont été pris. Au-delà des formalités, la coalition de la société civile émet le vœu que le futur président de la République respecte scrupuleusement les engagements pris. Ainsi, dans l'ombre des signatures, se dessine le contour d'un engagement collectif envers une démocratie renforcée. Et puis retenez que les députés ont apporté aujourd'hui en séance plénière des modifications à la loi portant création de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, et à celle relative à la déclaration de patrimoine. L'objectif de ces réformes est de combler les lacunes relevées au terme des 8 années d'application de ces dispositions. Les deux textes ont été défendus par Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. Il considère qu'à la faveur de ce dispositif, le Sénégal a renforcé son arsenal de lutte contre l'enrichissement illicite et enregistré des résultats encourageants en termes de nombre de personnes assujetties s'étant acquittées de l'obligation de déclarer leur patrimoine. Je vous le disais dans les titres, la cérémonie de dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a eu lieu ce mardi. Il s'agit de 10 000 soldats déployés de 2013 à 2023 par le Sénégal pour participer au maintien de la paix au Mali. Un hommage a été rendu aux 15 militaires tombés au front dans ce théâtre d'hostilité au cours de cette période. Les précisions de Papa Bokar Mbawa. Cette cérémonie marque la dissolution du dernier détachement sénégalais de la MINUSMA sur le sol malien et la participation pour le retour de la paix dans ce pays, d'après le ministre des Forces armées, Oumar Youm. Cette cérémonie de dissolution du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA est doublement symbolique. D'abord, elle marque le retour du dernier contingent sénégalais du théâtre malien. Ensuite, elle met en exergue l'ampleur et la diversité de la participation sénégalaise pour le retour à la paix et à la stabilité dans la République sœur du Mali. Le ministre des Forces armées rend hommage aux 15 djambars tombés au front. Vous me permettrez tout d'abord d'avoir une pensée pieuse pour les personnels des forces de défense et de sécurité sénégalaises tombés ou décédés au Mali et dont le sacrifice a fortement contribué la stabilité de ce pays frère. Que le Tout-Puissant les accueille en son paradis. Avec le départ précipité de la mission du Mali, le DETSEN 11 a procédé au désengagement de 1000 soldats sénégalais de leur mission opérationnelle, d'après Oumar Youm. Dans un contexte de départ précipité de la mission du Mali, ce contingent a mené avec rigueur et professionnalisme le désengagement d'un effectif de près de 1000 militaires sénégalais sur un court préavis et dans un espace-temps
relativement limité. Pour participer à la paix au Mali entre 2013 et 2023, le Sénégal a déployé 10 000 hommes sur ce théâtre hostile pour les groupes armés. Oumar Youm. Déployés successivement à Kidal, Gao, Mopti et Bamako, en effet, ce sont environ près de 10 000 hommes et femmes qui ont été déployés sur ce théâtre entre 2013 et 2023. Cette cérémonie est aussi une occasion de magnifier la participation de la police et la gendarmerie nationale dans cette mission du retour de la paix au Mali. Et puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise compte reprendre sa grève à partir du mois de février en Assemblée générale à Diamniadio. Les membres de ce collectif se disent très déçus à l'issue de leur rencontre à la primature. Écoutons à ce propos Oumar Dramé, coordonnateur du projet. Nous attendions vraiment avec impatience ce qui est ressorti des instructions du président de la République. Malheureusement, on est sorti insatisfait de cette rencontre avec le cabinet du Premier ministre parce que nous ne pouvons pas comprendre. Le terrain a été bien déblayé, les préoccupations ont été prises en compte et qu'ils nous disent que voilà, on va vous écouter et rendre compte au Premier ministre. Ce que nous trouvons inadmissible et inacceptable. Pourquoi le collectif vraiment donc ne décolère pas? Nous allons poursuivre le combat. Nous allons user de tous les moyens qui nous sont conférés par la Constitution pour véritablement se battre et obtenir gain de cause. Parce que dans un pays où vraiment il y a l'inéquité dans la fonction publique, où les contractuels ne sont pas véritablement tenus en compte dans le cadre de leur travail, les conditions sont là, ça véritablement c'est légitime et que nous allons intensifier le combat. C'est pourquoi nous avons décidé donc à partir de 11 février de faire une grève générale au niveau de l'administration. Les candidats déclarés, nous allons leur exposer nos difficultés et je pense que donc certainement cela va être pris en compte. Comme le Premier ministre Amadou Ba n'est pas en mesure de nous recevoir dans le cadre administratif, donc certainement étant candidat, il va certainement nous recevoir et discuter par rapport à notre préoccupation. Mais ce que nous voulons, c'est que l'autorité suprême, à savoir le président de la République, puisse nous recevoir. Et au même moment, une centaine d'élèves qui ont réussi au concours du service d'hygiène exigent leur intégration. Ces élèves qui disent avoir réussi à ce concours depuis plus d'un an n'excluent pas de faire une grève de la faim si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Souleymane Koulibaly porte leur parole au micro de Bokartal Kalamban. Depuis une année et 3 mois, au total 16 mois, nous sommes là à attendre une patience qu'on en a marre. Donc nous voulons faire l'appel à l'État qu'il pense à nous. Nous sommes des soutiens de famille. Nous sommes admis à un concours parmi plus de 500 éléments. On a été sélectionnés. Parmi les 500, 100 éléments ont été sélectionnés. Depuis lors, on n'a reçu aucun SMS ni quoi que ce soit de leur part pour nous faire part de notre cas. Nous sommes admis parmi pas mal de concours. On a délaissé ces différents concours, que ce soit la police, la gendarmerie, l'eaux et forêts, pour attendre la service d'hygiène. Depuis lors, nous sommes là à attendre. Jusqu'à présent, on a eu à faire différentes démarches. On a eu à voir le directeur de la service d'hygiène, à aller au niveau du ministère de la Santé, à écrire des courriers. Mais jusqu'à là, ni quoi que ce soit, aucune réponse de leur part. Donc nous sommes là, c'est notre dernier recours, faire part aux médias pour faire appel au président de la République, pour faire parler de notre sort. On a eu à demander sur des éclaircissements concernant qu'est-ce qui bloque les choses. Mais à chaque fois, ils nous disent que c'est un problème de budget. Parfois, ils nous disent que c'est un problème de logement. Ils nous disent que l'effectif est énorme. On a eu à écrire un mémorandum adressé au ministère, au niveau de la direction de l'INDES. Mais jusqu'à là, tout le temps, nous me demandons de dire attente. On a eu à attendre 1 an, 4 mois. Et l'attente commence à durer davantage. On avait prévu de faire une grève de la faim jusqu'à avoir gain de cause. Et puis le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, a procédé ce mardi au lancement d'un fonds dédié aux petites et moyennes entreprises. Ce fonds devrait faciliter aux PME sénégalaises l'accès au financement en capital, stimuler la croissance économique et ainsi impacter durablement la création d'emplois et de richesses. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sera levée pour les financements. Les précisions de Maria Diallo.
Le Fonds 6 lance OAS Capital, un fonds de 50 milliards de francs CFA pour développer les PMI, petites et moyennes entreprises sénégalaises. Le directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique félicite cette nouvelle forme d'investissement. Il s'agit de capital investissement, il ne s'agit pas de dette. Il s'agit d'évaluer un business plan avec une entreprise et de regarder dans quelle mesure nous entrons dans son capital. Et tout à l'heure, le directeur Afrique de CIF a bien expliqué que le positionnement de OIAS n'est pas un positionnement majoritaire par rapport aux porteurs du projet. Donc, vous pouvez avoir votre projet et OIAS vient y participer à hauteur de 40% par exemple. Et vous restez sur les 60%. Vous êtes deux actionnaires, nous sommes dans la gouvernance et dans le management comme vous et nous partageons à la fois le risque et la rentabilité. Fondamentalement, c'est cette logique-là qu'il faut avoir, c'est la logique capital-investissement qui n'a rien à voir avec la logique bancaire de l'endettement. Cet accompagnement se fera dans différents secteurs qui permettent de booster l'économie du Sénégal, selon le secrétaire général du ministère de l'économie. Il y a un gap de financement de près de 800 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises et ce fonds vient en appui pour essayer également de soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Évidemment, il y a tout ce qui est programmation de ces investissements-là et coûts à supporter, mais également la rentabilité de ces projets. Parce qu'il suffit également d'avoir des projets rentables pour pouvoir les financer. Évidemment, on ne financera pas des projets qui ne sont pas rentables. Et là, chacun va jouer son rôle. L'État va jouer son rôle en accompagnant sur l'environnement et les infrastructures. Le Fonds 6, avec le Fonds OIAS, va mettre en place des instruments qui permettront un accès très facile aux PME à fort impact, ce qui permettra véritablement de pouvoir soutenir la croissance économique en général. La coopération allemande s'engage ainsi à appuyer les financements publics qui ne suffisent pas pour le développement. Une des 4 priorités de notre partenariat est le développement économique durable, la formation et l'emploi pour le bénéfice de la population sénégalaise et surtout la jeunesse. Dans le domaine économique, nous soutenons déjà des PPME sénégalaises, des très petites et moyennes entreprises, formelles et même informelles, avec la coopération financière. Ces engagements sont complétés très concrètement par un projet de coopération technique. Les investissements débuteront dans ce premier trimestre après l'évaluation des projets. Des initiatives vont se multiplier à volo. Et puis la nuit a été très longue hier pour les Sénégalais après l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe nationale du Sénégal par la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette compétition. Une défaite que beaucoup de supporters sénégalais ont du mal à comprendre, mais également à digérer. Ils l'ont dit dans ce reportage de Bokartal Kolambana. C'est avec le cœur lourd que les Sénégalais se sont réveillés ce mardi, pour ceux qui ont pu fermer l'œil. C'est suite à l'élimination de l'équipe d'Aliou Cissé par les pays organisateurs de la CAN. La tristesse et la déception se lisent sur tous les visages. On est vraiment déçus. On croyait peut-être on va même aller jusqu'aux demi-finales, mais finalement on s'est arrêté au 8e de finale. Félicitations aux Lions, ils ont fait le meilleur. Mais maintenant, peut-être le meilleur reste à venir. Le plus décevant est de perdre doublement. C'est le cas de cet homme qui a perdu le match en tant que Sénégalais et son argent qu'il avait misé sur le match pour la victoire du Sénégal. Dañoo gagné Sénégal parce que défaite bi métti na ba pare dañoo perdre suñu xaalis ko 2. Ce qui me fait le plus mal, c'est seulement pas la défaite, mais tout mon argent que j'avais misé sur le Sénégal. Le seul fautif, c'est Aliou Cissé. C'est lui. D'autres, malgré la déception, se remettent à Dieu. Pour eux, c'est un jour à perdre et ça devait se passer comme ça. Les Sénégalais, qu'ils s'en remettent à Dieu et qu'ils sachent que nous devions perdre et nous avons perdu.
La cartouche de la Côte d'Ivoire a fini par abattre tout un pays, favori de la compétition, qui se voyait jusqu'à la finale. Une pilule que beaucoup de Sénégalais n'arrivent toujours pas à avaler. Ñun lu ñu yoroon yëpp dañ ko ci tek tok di xaar comprendre nga ah tey Ndakaaru moo perte. Et après le match remporté hier lundi par la Côte d'Ivoire, une rumeur portant sur un Ivoirien qui aurait été tué à Dakar s'est très vite propagée à travers les réseaux sociaux, jointe par la RTI, la télévision publique ivoirienne. La première conseillère à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar, Abouya Kokolo Marie-Célile, a assuré que cette rumeur, après vérification, s'est révélée totalement fausse. Aucun cas de décès ou de violence visant la communauté ivoirienne a été constaté dans le département de Dakar suite au match opposant les équipes nationales des deux pays pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans la rubrique Réussir au Sénégal, on vous amène ce soir à la rencontre de l'entrepreneur Khadijatou Ly, fondatrice de Molido Délices, une entreprise spécialisée dans la production de yaourt. Taïsatoukan. Dans l'intimité de sa cuisine, Khadijatou façonne avec talent des yaourts aux saveurs variées. Dans l'intimité de sa cuisine, Khadijatou façonne avec talent des yaourts aux saveurs variées, qu'ils soient fruités, sucrés ou naturels. Ce nectar onctueux prend vie grâce à un processus méticuleux dans le respect des normes d'hygiène. Le lait, pour le pasteuriser, est versé dans une machine spécialement conçue. Puis, après quelques minutes, le sucre s'y invite. S'ensuit une étape cruciale de refroidissement avant de plonger dans une fermentation qui dure 5 heures. Pourtant, Khadijatou, initialement experte en gestion des ressources humaines, a vu le destin la guider vers le monde de l'agroalimentaire. Après le bac, j'ai fait une formation en ressources humaines. J'ai eu un master en ressources humaines. Et puis j'ai eu quelques contrats, des stages par-ci par-là. Et puis il y a eu une période, je suis restée 1 an sans avoir du travail. C'est là que j'ai eu connaissance d'un centre qui fait une formation en agroalimentaire. Donc je me suis inscrite là-bas. J'ai fait une formation de 6 mois. Et là, on nous a appris à faire les yaourts. Et d'autres produits aussi. Mais je me suis spécialisée en yaourt depuis 2018. Ce qui n'était qu'une activité parmi d'autres est devenu sa passion ardente. Ainsi naquit Molido Délices, le yaourt qu'elle commercialise avec ses propres moyens. J'ai pas eu de financement. J'ai commencé avec un sac de lait et du sucre, juste avec mes moyens. Donc, au début, je n'en faisais que pendant le ramadan et en période de Korité et Tabaski. Je livrais. Et puis tous les dimanches aussi, les gens m'ont demandé pour le dîner. Donc, je livrais tous les dimanches. Et au fur et à mesure, les gens commençaient à apprécier. Mais en même temps, je me rendais compte que parfois je faisais du yaourt et que ça ne prenait pas. En période de froid, par exemple, on peut préparer le yaourt et puis ça ne fermentait pas. Donc j'ai eu le contact de M. François Gay qui m'a appris à faire les yaourts fruités, déjà, les yaourts fruités. Et puis un système qui consiste à incuber carrément. Parce qu'avant, je n'incubais pas. Je fermentais juste et puis je laissais reposer toute la nuit. Donc avec l'incubation, je produis maintenant des yaourts. Depuis 2018, Molido Délices trace son chemin, mais malgré les efforts déployés, les bénéfices peinent à atteindre des sommets. En fait, je fais des packagings de 100 ml et que je fais à 200 francs. Mais la plupart des parents achètent des packs de 25 ou des packs de 12. Donc les packs de 25, c'est à 5 000. Sinon, il y a les seaux de 5 litres qui sont à 8 000. Et il y a le seau de 1 litre qui est à 2 000 francs. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je m'en sors parce que je vends, je reviens, je réinvestis, je rachète du lait, du sucre, tout ce qui va avec les seaux et tout. Donc je reprends le processus à chaque fois. Pour Khadijatou, l'horizon se dessine avec un rêve grandissant, posséder son propre local, voire une usine. Je produis 1 fois par semaine pour l'instant. Là, je produis les mercredis après-midi avec l'aide de ma fille. Donc, les jeudis, vendredis, je fais le conditionnement et puis les week-ends, je livre. Tous les dimanches, je suis
je suis chez mes parents à Amos. C'est là que je dépose les produits, toutes les commandes, et puis les livreurs viennent distribuer. Là, je produis à la maison. J'ai fait l'acquisition de cette machine-là il y a une semaine peut-être, et c'est grâce à un financement que j'ai eu gratuitement d'une femme qui s'appelle Ngone. Donc, j'ai eu le financement et puis j'ai pu acquérir la machine. Sinon, mes projets, c'est sortir déjà, avoir un local, pourquoi pas une usine, bon, je dirais peut-être une usine à l'avenir. Ces yaourts, bien plus qu'une simple gourmandise, deviennent le symbole d'une passion devenue réalité. Alors que l'avenir s'annonce prometteur, Molido Délices continue de séduire les palais, portant avec fierté le doux parfum de l'audace et du succès. Et surtout, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn. Tout de suite, la suite de RSA. Retour sur l'actualité.